Bonjour et bienvenue ici à l'Indépendant dans notre studio pour le 5e débat que nous consacrons aux élections municipales dans les Pyrénées-Orientales et dans l'Aude. Aujourd'hui, nous allons examiner le cas de la commune d'Argelès-sur-Mer, qui est une commune donc, très touristique du département, mais également une ville importante, puisqu'on est entre 10 et 11 000 habitants à peu près sur Argelès aujourd'hui dans les Pyrénées-Orientales. Et donc, on va d'abord, pour commencer, et comme à chacun de ces débats, on va visionner une vidéo que nous avons réalisée dans les rues du village il y a une dizaine de jours et où les habitants parlent de leurs priorités. Alors moi, les priorités pour les municipales, c'est de relier la plage au village, ce qui a toujours été dit depuis plus de 50 ans, mais qui se fait petit à petit. La plage, l'hiver, on est un peu abandonné. Pour moi, les élections municipales, c'est un peu différent d'élections nationales, etc. Car là, moi, je vote pour une personne qui fait quelque chose pour dire, quel que soit son parti politique. C'est-à-dire, c'est au niveau sécurité, au niveau entretien des routes, au niveau du village, etc. L'animation, etc. Que c'est un village qui bouge, qui vit, qui a une activité très cordiale, voilà. Le bien vivre ensemble, quoi. D'accord. Il n'y a plus il n'y a plus de social. Moi, je suis née ici je suis née ici, j'ai vécu ici. Et un petit village, c'était un petit village qui était vraiment sociable, c'était familial et tout. Je suis partie pendant 20 ans, je suis revenue et ça a changé complètement, quoi. La mentalité des gens change. On est dans un monde de fous. Tout le monde, c'est un monde égoïste, individualiste. Et que faire à ça ? Sur les emplois, peut-être, oui, parce que c'est vrai que les emplois sont Argelès-sur-Mer. Bon, après, c'est une petite ville, un petit village, quoi, je veux dire. Il y a ça. Donc l'économie, oui, l'économie. Personnellement, j'ai un problème de circulation devant chez moi. Le plus global, ce serait qu'il y ait moins de construction qui ne soient pas adaptées à la population d'Argelès. Alors, il pourrait y avoir des immeubles, mais pas construire des T2, plutôt des T4. Si on veut attirer des familles, on ne peut pas les loger dans des 2 pièces. C'est dur de répondre à cette question parce qu'il y en a beaucoup il y a plein de questions qui sont variées. La mienne, c'est surtout de diversifier et de rapporter plus de choses au village. Énormément au village parce que quand on regarde en été, alors il y a des concerts sur cette place qui est très belle, mais ça ne rapporte pas assez de monde hors saison en fait. C'est-à-dire que regardez comme là, il y a personne. L'animation et l'enjeu, parce que là maintenant les gens, c'est que des bâtiments. On regarde Argelès, on regarde le village, il y a 3 restaurants ouverts et Carrefour, un coiffeur, une boucherie, il n'y a plus grand-chose. Que la ville soit plus animée, que le centre-ville soit beaucoup plus animé. C'est tout ce que j'ai comme priorité. Voilà, donc je peux maintenant commencer à vous présenter nos invités. Sur ma gauche, nous avons donc Hélène Brock. Vous représentez la liste Argelès Ambition Nouvelle. Je regarde bien le nom des listes, il faut toujours faire attention au nom des listes. Vous avez 66 ans, vous êtes fonctionnaire retraité et vous êtes l'ancienne directeur général des services de la Roque des Alberts, donc vous avez une certaine expérience. Des collectivités locales, vous présentez sans étiquette, comme d'ailleurs, disons-le tout de suite, les 3 candidats de ce soir. Bon, à votre droite, donc Julie Sens, votre liste c'est Nouveau Cap pour Argelès, vous avez 43 ans, vous êtes responsable RH dans le secteur privé, vous êtes conseillère départementale d'opposition à la majorité actuelle dans un groupe qui comprend notamment Annabelle Brunet et Grégory Marty, et vous êtes également conseillère municipale d'Argelès, vous étiez même première adjointe de la ville d'Argelès jusqu'à il y a 1 an, et jusqu'au moment où vous avez pris la décision de démissionner. Donc voilà. Et à ma droite, donc Antoine Parent, votre liste s'appelle Argelès toujours en avant. Vous êtes le maire sortant. Vous êtes maire depuis 2016. Vous avez été réélu il y a 6 ans. Vous avez 65 ans. Vous êtes retraité d'éducation nationale, donc également, j'ai déjà dit, sans étiquette. Et c'est à vous que je réserve ma première question, puisqu'on a vu sur ce petit sujet, et on le comprend assez aisément, qu'une des préoccupations des habitants du village, c'est cette liaison entre la station, enfin le bord de mer, on va dire,
dire, et le village historique où habitent l'essentiel des habitants. Et on vous demande un petit peu où est-ce qu'on en est de cette liaison entre la station et le village. Donc cette première question, et surtout, ce qui nous intéresse dans ce débat, c'est qu'est-ce que vous comptez faire dans les années qui viennent, justement, sur ce sujet-là. D'accord. Tout d'abord, si je peux me permettre, peut-être un petit retour sur le reportage qui était excellent et dont je dois dire qu'il m'a plutôt rassuré parce que, en fait, lorsqu'on demande aux habitants d'une commune qu'est-ce qu'ils souhaitent, comment ils considèrent la commune à la veille des élections, ils pensent spontanément à ce qui ne va pas trop, à ce qu'ils aimeraient qu'il s'améliore. Et là, je dois dire que je suis plutôt relativement épargné. Ça me donne le message que la commune vit plutôt bien. Ensuite, concernant la question que vous me posez, c'était un des thèmes de ma campagne précédente, effectivement. J'avais bien parlé de cette fracture que l'on ressentait entre la plage et le village. J'avais même parlé d'archipel argelésien, où il y avait le centre-ville et puis quelques quartiers en habitat un peu écartés, et notamment la plage qui somnolait, qui se mettait en léthargie un petit peu en octobre et se réveillait au mois d'avril. C'était mon thème de campagne, j'avais décidé d'y remédier. Nous y avons largement remédié, puisqu'aujourd'hui, il est bien difficile aujourd'hui de dire où commence la plage et où elle s'arrête la plage, déjà physiquement, et surtout, lorsque vous baladez aujourd'hui, vous promenez aujourd'hui en centre-plage, vous allez toute l'année, il y a toute l'année du monde, à toute heure. Pourquoi ? Parce que nous avons mis en place ce qu'il faut, c'est-à-dire pour relier la plage au village, il y avait deux axes principaux, c'est faciliter les déplacements. Nous avons fait énormément de pistes cyclables, nous avons installé une régie municipale des transports, ce qui était assez exceptionnel dans le département. Je crois qu'on est la seule ville à avoir une régie municipale des transports, gratuite pour tous les Argelésiens, donc il y a tous les moyens de se déplacer du village à la plage très facilement. Et ensuite, nous avons mis des services, parce qu'il ne suffit pas de pouvoir aller à la plage, il faut aussi y avoir des raisons pour aller à la plage, des motifs. Et les raisons pour aller à la plage, elles sont là. Nous avons créé des salles municipales qui font que les associations vont à la plage pour pratiquer leurs activités. Nous avons créé un bureau de poste qui est ouvert toute la semaine. Nous avons refait l'office de tourisme. Nous avons créé la fête de fin d'année, qui sont des festivités qui sont en train de gagner sur tout le département, puisque on parle de la semaine des 7 réveillons à Argelès-sur-Mer. Nous avons un projet de créer un centre pluridisciplinaire de santé à la plage, un centre plage. Donc oui, nous faisons beaucoup pour la plage. Nous avons aussi des projets de salles de musculation sportive en front de mer. Nous avons un projet de jardin d'enfants et de pump track en front de mer. Donc tout ça, les moyens d'aller à la plage facilement et les raisons d'aller à la plage facilement, elles existent. D'accord, merci. Madame Brock, justement, sur ce sujet, là, la liaison entre le village et la plage, quelles sont éventuellement vos différences, vos propositions pour les années à venir ? Bien, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation, puisque cela permet aux électeurs argelésiens de mieux connaître les propositions, les programmes des candidats qui sont aujourd'hui en lice. Et j'avoue qu'au-delà du reportage, j'ai lu avec la plus grande attention l'article qui a été proposé dans les pages de l'Indépendant. Alors cet article a pointé plusieurs constats et à mon sens, sur le point bien spécifique de la liaison plage-village, je note que la plage et le village vivent sur 2 rythmes différents. Ces 2 rythmes différents sont liés au tourisme, à la saisonnalité concentrée sur 2-3 mois de l'été, donc qui donne vie au village, qui donne vie bien sûr à la plage. Mais ensuite, une fois cette saison dépassée, eh bien, la plage tombe dans sa léthargie et le village, malheureusement, vit, certes, mais grâce à l'afflux touristique de l'été. Et c'est pour cette raison, je ne vais pas aborder le problème de l'urbanisme parce que je pense qu'ensuite... il est forcément lié à ce dont on parle, on l'abordera juste alors, après. On l'abordera après ou je l'aborde... Juste après. Et donc, ma proposition pour lutter un petit peu contre cette désertification hivernale du village, puisqu'on a un surtourisme sur la plage pendant l'été. Pour lutter contre cette diversification hivernale, des commerces fermés, puisque sur le village, on note qu'il y a un commerce qui n'est ouvert que 4 mois durant l'année, ce qui est quand même symptomatique de cet état de fait. Donc c'est d'allonger la saison touristique. D'allonger la saison touristique sur toute l'année,
Vous aurez noté qu'aujourd'hui, et puis ces derniers jours sur Argelès, sur l'ensemble du pays des Pyrénées-Orientales, nous avons bénéficié de températures clémentes. Donc plutôt que de partir au-delà de la Méditerranée, pourquoi ne pas venir sur Argelès au mois d'octobre, de novembre, de décembre, de janvier, février, ce qui permettrait de réguler, de rééquilibrer le village et puis ensuite la plage. Bénéficiaire, ce dispositif serait bénéficiaire pour l'Argelésien, puisqu'il y aurait moins de problèmes de circulation, moins de bouchons, moins de stationnement, moins de nuisances sonores, et puis également bénéficiaire pour les commerces locaux, puisqu'il y aurait un peu plus d'habitants à l'année sur le village et sur la plage. D'accord, merci. Voulez-vous que l'on parle On va d'urbanisme? donner la parole à Madame Sans pour commencer, sur ce sujet, liaison entre le village et la station. Merci pour l'invitation. Donc effectivement, on voit que les Argelésiens ont quand même encore toujours des attentes. Et entre cette plage et ce village, c'est aujourd'hui une liaison plutôt urbaine avec une avenue, essentiellement l'avenue du 8 mai. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'arriver à faire une liaison douce, une coulée verte, vraiment un parc qui arrive à relier le cœur du village à la plage, qui existe déjà, mais qu'il faut réadapter, réaménager, pour que ce soit... Les Argelésiens ont besoin, qu'ils habitent dans n'importe quel quartier, de lieux de rencontre, de lieux de vie, de lieux d'échange. Et c'est ce que nous souhaitons faire en réhabilitant vraiment le parc des Conques, que les gens se le réapproprient, de le redonner aux associations sportives. Il y a déjà un parc qui a été fait, mais de continuer à aller dans ce sens-là pour que ce soit les Argelésiens de la plage, et la plage est de plus en plus habitée toute l'année, des services y sont développés, que les Argelésiens du village pour se retrouver dans ces lieux de vie et ces lieux communs. Ouais, donc on aborde là, je vous laisser justement, on va enchaîner la question de l'urbanisme. Vous parlez de coulée verte concrètement. Comment vous décririez votre projet justement de coulée verte? C'est déjà de partir de l'existant, puisqu'il y a déjà cette liaison par le parc des Conques, par le parc qui a derrière l'école Molière et qui est relié par l'Eurovélo 8 la plage. Des terrains sont déjà propriété de la mairie, donc c'est toute une grande partie verte, mais à réadapter, puisque des enfants ils vont aussi pour faire du sport, c'est pas forcément encore adapté, il manque des points d'eau, il manque des bancs, enfin vraiment de l'adapter aux usages et aux usagers, et d'arriver à le faire vraiment, que ce soit et pour les jeunes et pour les plus anciens, une vraie liaison verte entre la plage et le village, un lieu de vie, de rencontre. Monsieur Parra, sur ce sujet. Je n'avais pas la même notion de ce qu'était la liaison plage-village. Effectivement, la coulée verte, je l'ai préparée depuis presque 10 ans maintenant, puisque j'acquiers les terrains, j'achète les terrains dont parle Julie Sens, qui doit faire une trame verte entre le village et la plage, une trame où on pourra passer du bon temps, balader, faire des pique-niques, pourquoi pas. Une trame verte dans un environnement superbe. Et ça n'est pas ça, pour moi, ce qui fait la liaison entre la plage et le village. Ce qui fait la liaison entre la plage et le village, c'est l'activité quotidienne, les déplacements, les flux de circulation, les intérêts des uns et des autres à se déplacer à l'intérieur de la totalité de la commune par les chemins les plus praticables, c'est-à-dire les chemins de liaison, les routes de liaison que sont les pistes cyclables et l'avenue du 8 mai. Dans ce sens-là, on peut aujourd'hui dire qu'il n'y a pas deux Argelès-sur-Mer, on peut aujourd'hui dire que où que l'on habite, où que l'on se trouve, que ce soit à la plage ou que l'on soit au village, on se trouve aussi à Argelès-sur-Mer. Je relève une petite chose qui m'a un petit peu amusé, on a relevé un commerce qui n'ouvre que 4 mois l'été au centre-ville. Je rappelle que le centre-ville, c'est mon équipe avec ma municipalité qui avons redonné vie au centre-ville, qui était moribond. Je vous le rappelle, il n'y avait pas de parking, il n'y avait pas d'allées piétonnes, il n'y avait pas de place du village. Tout ça, c'est nous qui l'avons fait. Évidemment qu'il y a un magasin, il n'ouvre que 4 mois. Vous savez-vous pourquoi? Ils vendent des maillots. Ils vendent des maillots de bain. Donc, ça, on comprend bien qu'au mois de février, janvier, novembre, on puisse fermer ce genre de magasin. Donc, le centre-ville, j'ai redonné vie au centre-ville avec mon équipe. Aujourd'hui, le centre-ville vit bien. Mais ce que je veux dire, et j'ai bien entendu les intervenants dans votre reportage, le centre-ville vit bien, mais un centre-ville auquel on a redonné vie n'est pas sauvé pour autant ad vitam aeternam. Un centre-ville, il faut toujours s'en occuper. C'est pour ça que nous avons énormément de projets que j'aurai sûrement l'occasion de développer, énormément de projets sur le centre-ville pour encore affirmer cette vitalité du centre-ville.
Madame Brock, justement, sur cette question d'urbanisme, un peu plus large peut-être que la seule liaison entre le village et la station. Vous souhaitez intervenir ? Oui, bien sûr. Alors, au niveau de cette problématique de liaison, je le rappelle, ce n'est pas une question de liaison, c'est une question de rythme de vie. Et donc, on se rend compte qu'au village, quand bien même le magasin qui n'ouvre que 4 mois dans l'année vend des maillots de bain, sur l'avenue de la Libération, nous pouvons constater la fermeture d'autres locaux, ce qui pose quand même un problème et ce qui indique bien que le commerce local est tributaire de l'activité touristique. Et il faut relever ce défi. Comment redynamiser le village ? Nous y reviendrons tout à l'heure, je le suppose. Alors, pour l'urbanisme, cette avenue du 8 mai est symptomatique du problème que nous rencontrons en matière d'urbanisme, avec des immeubles qui ont remplacé des villas de caractère, des immeubles qui sont venus s'accumuler le long de cette avenue et qui traduisent pour moi une sururbanisation. Donc nous voulons mettre un terme à cette sururbanisation, notamment dans le cadre d'une modification du PLU, interdire tout habitat collectif dans les secteurs pavillonnaires. Certaines collectivités l'ont fait en proposant, bien entendu, en proposant dans les secteurs pavillonnaires de l'habitat permanent, je pense à Chamonix, je pense dans les Pyrénées-Orientales à la ville de Rivesaltes qui au niveau des secteurs pavillonnaires interdit les collectifs. Donc il y a des moyens, il y a des leviers pour faire en sorte que dans Argelès, on accueille mieux et on vive mieux. Vous faites allusion, je sais, l'Indépendant en avait parlé, à ce projet qui avait fait un petit peu polémique d'un propriétaire qui, lui, de sa propre initiative, avait décidé de densifier et avait construit un immeuble à étage dans une zone effectivement pavillonnaire. Monsieur Parassé, Oui, si vous voulez, je souhaite ne pas aller plus loin dans ce genre de travestissement de la réalité. Affirmer comme ça, de but en blanc, qu'à Rivesaltes, on a interdit, je ne vois de faire du collectif dans les zones pavillonnaires, je ne vois pas comment et par quel biais un maire pourrait interdire, en respectant la loi, pourrait interdire la construction d'immeubles dans des zones pavillonnaires. Parce que ce n'est pas le maire qui décide et on pourrait réécrire et passer des centaines d'heures à réécrire le PLU. Personne dans un PLU ne peut s'exonérer de la loi. La loi vous oblige à densifier dans les zones déjà urbanisées. Alors, ne pas construire dans les pavillonnaires, ça veut dire quoi ? Ça veut dire construire à l'extérieur, ça veut dire élargir, agrandir la tâche urbaine, ça veut dire consommer encore des espaces naturels et agricoles. Juste simplement savoir qu'un maire ne peut pas s'opposer à ce genre de construction, et quel qu'ait été le maire qui ait été à ma place pendant ce mandat, il y aurait aujourd'hui, écoutez-moi bien, il y aurait aujourd'hui exactement les mêmes constructions, exactement les mêmes permis auraient été signés. Fût-ce Madame Brock qui aurait été maire à ma place, elle aurait aussi signé les permis, tout simplement parce que la loi l'y oblige. Un terrain dans une zone urbanisée possède intrinsèquement des droits à urbaniser. C'est rattaché au terrain et pas au propriétaire. Le terrain possède les droits à urbaniser. Et ces droits, ils sont absolus. Si un propriétaire veut démolir sa maison demain, quel qu'il soit, s'il veut démolir sa maison demain et qu'il veut faire un collectif, il peut le faire. Et personne ne peut s'y opposer. Personne. Parce que le terrain possède ses droits, c'est dans une zone urbanisée. Maintenant, il faudra respecter certaines règles, des règles de distance, des réservations de parking obligatoires par appartement. Tout ce genre de choses font que ça limite la possibilité de construire. Mais je rappelle, une loi qui est peut-être passée sous silence, qu'on ne maîtrise peut-être pas tout à fait, en tout cas peut-être mes interlocutrices ne maîtrisent pas tout à fait, il y a une loi qui est passée pas si longtemps, c'est qu'aujourd'hui, l'idée de COS dans un terrain a disparu. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait un COS de 30%, 40%, 50%. C'est-à-dire qu'on pouvait construire sur 30, 40, 50% du terrain. Aujourd'hui, l'idée de COS a disparu. Justement, le législateur l'a fait pour pouvoir densifier. Aujourd'hui, vous pouvez construire sur la totalité de la surface de votre terrain, évidemment en respectant ces règles de distance et de hauteur par rapport au voisinage. Mais la règle est qu'on facilite la densification. Et une loi récente est sortie en novembre 2024 qui va augmenter encore cette capacité à
construire dans les zones déjà construites, construire la ville sur la ville, c'est ça qui est visé. D'un point de vue, effectivement, d'un point de vue plus général, je vais peut-être passer la parole à Madame Sens qui n'a pas eu la parole depuis un petit bout de temps. D'un point de vue plus général, effectivement, une des questions qui se pose à une ville comme Argelès, c'est comment est-ce qu'elle répartit, on va dire, le terrain entre les zones naturelles, entre les zones d'habitation, entre les gens qui veulent y habiter à l'année et ceux qui sont venus y chercher un petit peu de tranquillité. C'est un petit peu ça le sujet dont on parle. Et c'est un peu le constat qu'on fait et qui a été un peu ressorti dans le reportage. C'est un constat de l'échec de la politique de logement, en fait. On construit, ça se construit, mais on ne loge pas aujourd'hui les familles, on ne répond pas aux demandes des Argelésiens et des gens. On n'est pas assez attractif pour les familles argelésiennes, et tout est lié, puisqu'on n'est pas assez du coup attractif pour les commerces, pour arriver à dynamiser le commerce. Et le PLU, c'est un outil qui doit traduire la volonté de l'équipe municipale. Comment on va aménager ces surfaces, que ce soit du bâti ou du non-bâti, la protection, vous en parliez. Un PLU peut même aller jusqu'à proposer les essences végétales à planter dans sa commune pour faire face au changement climatique. Donc c'est aujourd'hui un constat d'échec du logement. Le PLU n'est pas encore allé assez loin pour arriver à avoir des familles dans des volumes d'appartements qui permettent d'accueillir des familles. Voilà, concrètement, dans votre programme, on va le demander un petit peu à tout le monde, qu'est-ce que vous proposez justement sur ces règles d'urbanisme liées à ces problématiques ? C'est de faire un moratoire sur le PLU actuel, de continuer en fait d'arriver à ce que ce PLU traduise vraiment la volonté qui est d'accueillir des familles pour qu'Argelès vive à l'année, que les écoles retrouvent aussi des enfants dans les classes et les commerces des clients toute l'année. Madame Brock, peut-être, après on passera à Monsieur Parra là-dessus, sur, si j'ai bien compris, comment est-ce que par l'urbanisme on peut accueillir plus de monde, une population plus pérenne au village. Oui, voilà. Madame Brock, je n'ai pas dit plus de monde, une population plus pérenne, effectivement. Comment accueillir de la résidence principale au niveau du PLU de la commune, sachant que le maire est le patron à bord de sa commune, notamment pour fixer les règles. D'urbanisme au travers du PLU. Donc effectivement, il y a différentes législations, différentes réglementations qui fixent un cadre général, mais ensuite, au sein de la commune, le maire et sa municipalité adaptent bien entendu les règles. Et lorsque j'indique que dans certains PLU, il est possible de définir des zones, des secteurs pavillonnaires, où l'habitat permanent sera noté, sera fléché. Donc c'est tout à fait possible, ça a été réalisé par des communes, où les collectifs seront interdits également, ça a été réalisé par des communes. Alors je note avec satisfaction que dans le règlement du PLU, il est possible d'instaurer des distances entre les limites séparatives, entre des constructions, ce que je n'ai pas tellement constaté en me promenant dans la commune, dans le village, sur certaines avenues. Il existe effectivement des retraits par rapport à la voirie, par rapport aux rues. Je ne l'ai pas non plus constaté, donc il faudra peut-être me flécher mon parcours pour que je puisse voir un petit peu où se trouvent ces possibilités concrètement sur la commune. Et donc nous, ce que nous préconisons au-delà de la modification du PLU qui reviendra sur ces règles, c'est également de fixer une priorité, c'est la réhabilitation du bâti ancien. Dès lors que l'on pourra réhabiliter le bâti ancien, il faudra le privilégier parce que, je le répète, le quartier pavillonnaire dans une commune, c'est ce qui constitue l'âme d'une commune. C'est ce qui constitue également un îlot de fraîcheur. Et avec le changement climatique, nous avons besoin d'îlots de fraîcheur. Donc, préservons ces secteurs pavillonnaires. Oui, parce que j'aime bien ce sujet parce que c'est le sujet qui nous a poursuivis pendant tout le mandat et comme je le maîtrise plutôt bien, je peux constater qu'encore il y a beaucoup de progrès à faire de la part de mes opposants sur ce sujet parce que du côté du jouissance, on est beaucoup dans l'incantation. Il faut mettre en place des règles qui fassent que les familles puissent s'installer, les accueillir, qu'ils puissent remplir nos écoles. Mais tout ça, c'est de l'incantation. Est-ce qu'on accorde, oui ou non, ces permis collectifs qui permettent de loger des gens? Alors, quand on dit il faut loger des gens pérennes, oui, moi je suis là pour l'habitat pérenne et je fais ce qu'il faut. D'ailleurs, je pénalise du point de vue des taxes la résidence secondaire. On ne peut pas me taxer de ne pas vouloir de la résidence principale. Oui, d'ailleurs, on aurait pu avoir une quatrième liste aujourd'hui qui n'est pas arrivée. J'ai quand même quelques... Alors, je ne sais pas où j'ai mis, mais aujourd'hui la baisse
est constatée au niveau de la régie des impôts, puisqu'on pointe le nombre de résidences secondaires et le nombre de résidences principales. Et voyez-vous, entre 2024 et 2025, en 2024, il y avait 8830 logements secondaires. 8830. En 2025, il y en a 8303. C'est-à-dire que malgré les constructions dont on parle, c'est-à-dire plusieurs centaines de logements, eh bien, au total, malgré la hausse du nombre de logements construits, au total, le nombre de résidences secondaires a baissé de quasiment 500. C'est bien que notre politique fonctionne. Et je réaffirme qu'il est impossible d'interdire les résidences secondaires parce qu'effectivement, encore une fois, le maire rédige le PLU avec ses équipes, bien entendu, mais le maire, surtout, il respecte la loi. Et s'il ne respecte pas la loi, son PLU n'est pas valable, son PLU est retiré et il n'y aurait plus de PLU. S'il n'y avait pas de PLU, ce serait le RNU, le Règlement National Unique, qui prévaudrait, et alors ce serait la catastrophe, parce que ce ne serait pas 2 étages, parce qu'on parle quand même de R+2 à Argelès-sur-Mer. Ce serait des R+6, R+7, comme on voit aussi dans d'autres communes. Donc non, je maintiens qu'il faut, on ne peut pas tenir un discours qui dit oui, on veut, il faut, etc. Il n'y a qu'à Faucon, mais est-ce qu'on accepte oui ou non ces collectifs? Est-ce qu'on peut oui ou non les interdire s'il fallait les interdire? Je maintiens qu'on ne peut pas les interdire, que le règlement du urbanisme, le PLU ne peut pas interdire ces collectifs, parce que c'est la loi qui s'impose. On veut, encore une fois, la densification des zones urbaines. Donc non. Et ensuite, par rapport aux règles de distance qu'évoquait Mme Brock, oui, il y a des règles de distance, mais elles ont toujours prévalu, elles ont toujours été là. Et elles existent. Tu peux te promener, Mme Brock, sur toutes les rues d'Argelès. Les distances sont respectées. Je n'en veux pour preuve qu'une seule. C'est que tous les collectifs dont on parle, tous les immeubles collectifs dont on parle, tous, absolument tous, sont passés au contentieux. Tous au tribunal administratif. Et nous avons gagné tous les contentieux au tribunal administratif. Tous, absolument tous, sur les immeubles collectifs. Justement, à ce point-là, je vais peut-être faire un petit tour. On va commencer par Mme Sens. Est-ce que tous les 3 candidats sont d'accord sur l'idée que l'un des objectifs, c'est d'augmenter la population pérenne de la commune? Ou est-ce que vous êtes plutôt sur l'idée que il vaut mieux rester comme on est, mais un peu plus tranquille? Enfin, je ne sais pas, c'est une question qui me vient à ce moment-là du débat, puisque j'ai l'impression que c'est bien ça, un peu le sujet, Madame Sens. Alors, je vais juste revenir sur la question précédente. Un PLU, c'est l'outil. Effectivement, les permis doivent répondre au PLU, mais ce PLU peut être adapté, on l'a déjà adapté, il faut aller encore plus loin pour répondre en matière de logement, et les collectifs peut-être, mais avec des volumes d'appartements plus grands pour arriver à répondre aux besoins des familles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de T2, il y a très peu de T4, de T5 pour accueillir des familles, et c'est justement l'enjeu. Après, pour votre question d'accueillir plus de monde ou pas, c'est aussi dans le PLU. Il faut qu'on arrive à faire un équilibre entre les ressources, entre tout, densifier la population, effectivement, mais dans quelles conditions, quel cadre de vie offrir aux gens qui habitent à Argelès, et qui soient dans un lieu apaisé, sécurisé et sans manque. Pour le moment, on vit encore quand même bien à Argelès. On pourrait vivre mieux, ça c'est sûr, mais on vit quand même bien. D'accord. Justement, là, on va passer tout doucement sur le sujet suivant, qui est celui du centre-ville, du centre-village, si l'expression vous convient. Ce qui est un sujet qui revenait souvent dans le sujet qu'on a montré là au début du débat. Et on va commencer par Madame Sens, justement. On continue là-dessus. Justement, quels sont vos projets justement pour ce centre-village et pour justement y apporter un peu plus de dynamisme, un peu plus de propreté aussi, un peu plus de sécurité? C'est généralement les envies qui ressortent de la part des habitants. Mais c'est un centre-ville embelli, déjà plus beau, qui soit agréable, que les gens aient envie de venir, qui soit attractif par les commerces. Alors après, les commerces ouvrir à l'année, c'est pas forcément évident. C'est des modèles économiques qu'il faut assumer. Souvent, on a la chance d'avoir l'été qui compense quand même les mois d'hiver pour que les commerces ouvrent. Mais c'est un modèle à trouver. Certains ont des locaux commerciaux qui sont assez onéreux. Les loyers sont assez onéreux pour pouvoir être assumé, surtout au début. Donc la commune peut prendre parti et essayer d'accompagner les porteurs de projets pour les aider sur les premières années de développement de leur commerce, pour arriver à pérenniser l'activité et à rendre très attractif notre joli cœur de ville. Oui, Madame Brock, justement, sur ce sujet du centre-village, comment rendre le centre-village plus dynamique, plus attractif? Je ne veux pas dire qu'il ne l'est pas, mais enfin, quels sont vos projets donc, pour le centre-village?
Alors pour le centre-village, effectivement, il faut essayer de le redynamiser parce que le centre du village, c'est le cœur d'une commune. C'est là où se tissent les liens intergénérationnels. C'est là où on a plaisir à retrouver les anciens. C'est là où les jeunes peuvent aller prendre un café. C'est là où également, si on trouve un petit restaurant sympathique, on peut retrouver des amis. Donc le centre du village est important. Et aujourd'hui, on sent qu'il est sur le déclin et qu'il convient, nous sommes à un tournant, il convient de prendre le bon chemin pour ce centre du village. Alors, des progrès ont été réalisés, mais on peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux pour vivre mieux. Et donc, ce que nous comptons faire, c'est effectivement aider les commerces et puis accueillir les actifs, accueillir les jeunes ménages. Et pour ce faire, mettre en place un droit de préemption urbain sur le centre du village afin de racheter des maisons qui, quelquefois, donnent le sentiment d'être abandonnées. Bon, inhabitées, certes, mais abandonnées. Donc, les racheter pour pouvoir installer des petits commerces avec des loyers modérés en rez-de-chaussée ou bien de l'artisanat d'art, ce qui est également possible. Et puis ensuite, à l'étage, pouvoir accueillir des jeunes ménages ou des personnes un peu moins jeunes. Et ceci permettrait de créer une nouvelle dynamique. Alors, je ne parle pas bien sûr de l'embellissement, puisque nous avons certaines rues dans le village qui sont photographiées parce que, bien entendu, les façades sont couvertes de trompe-l'œil. Donc, pourquoi ne pas reproduire ce dispositif sur les autres murs du centre-ville? Pourquoi ne pas également végétaliser? Il y a des communes qui végétalisent leurs rues, au niveau des façades. Cela donne un décor végétal qui est intéressant parce que ça permet d'isoler, ça permet également d'apporter de la fraîcheur en été. Donc plusieurs idées peuvent être mises à l'œuvre pour redynamiser ce village, toujours dans le souci de préserver le commerce local pour que les Argelésiens puissent mieux vivre dans le centre-ville. Monsieur Barra, sur donc, le centre-village. Je note quelques progrès qui me satisfont quand même. On reconnaît que le centre-ville est déjà beau, que beaucoup de choses ont été faites et qu'il ne faut pas s'arrêter. Eh bien écoutez, on va tomber d'accord là-dessus. Beaucoup de choses ont été faites, le village est beau et on ne va pas s'arrêter là. Alors quand on parle du village qui manque de dynamisme et qu'il y a quelques volets, quelques rideaux qui sont fermés, il y a quelques rideaux qui sont fermés, pas beaucoup. 5. Oui, 5. Lorsque je suis arrivé à la mairie en 2016, il y avait 40% de rideaux baissés. 40%. Donc aujourd'hui, il y a 5, et c'est le roulement, la rotation presque normale, en tenant compte qu'il y a un vendeur de maillots qui donc est pratiquement fermé 8 mois sur 12. C'est pas beaucoup, c'est la rotation normale. Mais je suis d'accord avec vous, rien n'est jamais tout à fait gagné. Beaucoup d'animations ont été faites, d'animations de qualité à Argelès-sur-Mer, puisque nous avons eu la chance de même vivre un opéra en plein air à la place Gambetta, du théâtre en plein air. Ce sont des choses que nous faisons à Argelès-sur-Mer pour rendre l'aspect si qualitatif à Argelès-sur-Mer. Mais vous parliez d'installer des jeunes ménages. La maison du jeune travailleur vient d'ouvrir, et donc nous aurons là 30 personnes, 30 jeunes qui vont animer le centre-ville, qui vont apporter leur vie, qui vont consommer en centre-ville, 30 jeunes qui débutent leur carrière ou bien qui finissent leurs études. Ça, c'est apporter de la vie au village. Ensuite, au niveau de ce que nous prévoyons de faire, c'est qu'en centre-ville est prévu, à la place de l'ancienne gendarmerie, là où il y a aujourd'hui le CCAS, est prévu une salle de spectacle qui peut se transformer en cinéma 3 salles. Ça, c'est prévu pour apporter de l'animation. Ensuite est prévu aussi, et ça c'est déjà lancé, ça n'est pas des incantations comme j'entends beaucoup, nous c'est des réalités. Nous avons conventionné avec la Chambre des métiers de l'art des métiers, non, pardon, avec la Chambre métiers de l'artisanat. Des métiers de l'artisanat, pardon, merci de m'avoir aidé. Nous avons conventionné avec eux pour reconquérir cette rue de la République, c'est-à-dire la rue de l'Église, qui aujourd'hui est pratiquement fermée, tous les pas de porte, ou quelques-uns sont ouverts, mais c'était l'ancienne rue la plus commerçante du village il y a ne serait-ce que 30 ans. Cette rue, elle va être reconquise par l'action que nous menons pour maîtriser les pas de porte, en le reliant au projet que nous avons devant la mairie, de effacer tout obstacle qu'il y a entre la mairie et la rue de la République. C'est-à-dire, il y a aujourd'hui le parvis, il y a ensuite une murette avec une grille métallique, il y a ensuite un espace vert, il y a ensuite la route qui passe dans l'avenue Buisson, ensuite il y a les terrains de boule avec le clubhouse, et ensuite il y a la passerelle. Et bien tout ça, jusqu'à la passerelle, va être
supprimé. Ce sera un espace, ce sera un square paysager où on pourra aussi bien passer du bon temps avec les enfants à l'ombre parce qu'on pourra s'y garer. Et ce sera un accès fantastique pour la ville quand au-dessus, à quelques mètres, juste après la passerelle, vous aurez un certain nombre de commerces qui sont des commerces qui seront de l'artisanat d'art. C'est ce que nous prévoyons. Alors des potiers, des sculpteurs, des peintres, des bijoutiers, enfin, tout ce qui contribue à rendre attractif ce centre-ville. Et je n'ai pas fini parce que il est prévu aussi que nous emmenions en centre-ville le petit train touristique, mais toute l'année. Toute l'année, c'est-à-dire que le petit train touristique pourra accéder à l'avenue de la Libération, déposer ses visiteurs en centre-ville, qui ensuite s'éguerront dans le centre-ville pour faire leurs courses, faire leurs achats. Ça, c'est prévu dans le mandat qui vient. J'ai cru comprendre que vous aviez l'idée aussi, pour aider justement les commerces, parce que les loyers sont relativement chers, d'aider l'installation de commerçants, c'est ça ? Il y a des projets comme ça dans vos programmes, oui. Ou pas ? Madame Brock, oui. peut-être ? Oui. On peut effectivement faire bénéficier les nouveaux commerçants d'exonération. Donc sur le plan fiscal, pour un jeune qui va débuter, c'est quand même une aide qui est appréciable. Oui, tout à fait. Oui, c'est inclus dans notre programme. Madame Sens. Il y a des aides, oui, aussi avec la région dans tout ce qui est contrat bourg-centre au niveau des loyers, surtout sur les 3 premières années, d'avoir des loyers dégressifs pour pouvoir assumer son commerce. Oui, alors, pourrais-je... On ne parle pas de la région, pardon, on parle de la commune. Est-ce que la commune va aider la commune a des partenaires pour avoir des leviers pour pouvoir aller plus loin. Je n'ai pas pour habitude, en tout cas, ce n'est pas dans ma philosophie, d'accompagner financièrement ceux qui s'installent, enfin les personnes qui veulent s'installer pour ouvrir un commerce. Je ne les accompagne pas financièrement. Je vais les accompagner, en tout cas c'est ma vision. Je n'ai pas d'argent public à donner pour un privé, c'est un privé qui s'installe à centre-ville, fût-ce important pour la commune. Par contre, je travaille pour que l'accès au fonds de commerce soit le plus facilité possible, qu'il soit le moins cher possible, ça oui. Il y a des leviers autorisés dont on a parlé, c'est le droit de préemption, c'est créer de la préemption pour justement récupérer des commerces. Ces droits de préemption existent déjà en centre-ville. Il est peu utilisé. Il est peu utilisé parce qu'on n'en voit pas les effets, donc il est peu utilisé. Alors, je voudrais revenir sur la maison des jeunes. Je voudrais revenir sur la maison des jeunes travailleurs. Je voulais revenir sur la maison des travailleurs. Sur la maison des jeunes. Oui, les jeunes travailleurs. Puisque ce que je note, c'est que la commune n'a à la main que 5 appartements à disposition de ces jeunes travailleurs. Et donc, c'est bien d'avoir un équipement qui permette de loger des jeunes travailleurs. Mais j'aurais souhaité que la commune ait la main pour l'attribution de tous les logements, et non pas une infime partie de ces logements. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, dès lors qu'on a une volonté forte, affirmée, d'aider le commerce, eh bien, on ne se réfugie pas ou on n'appelle pas un prestataire pour faire à sa place. Je pense que la mairie pourrait directement acquérir et réhabiliter les logements pour les mettre, ou les commerces, pour les mettre directement à disposition des commerçants et des jeunes. Bien entendu, financé avec un emprunt qui serait ensuite remboursé par le montant des loyers. Une opération blanche. Oui, tout à fait. Là, une opération blanche. Je peux répondre. Je trouve que c'est dommage de s'aventurer sur un sujet qu'on ne maîtrise pas bien et de dire autant de bêtises en si peu de temps. Merci. Merci beaucoup, parce que je peux renvoyer le compliment aussi. Restons sur le fond. Répondez sur le fond. Je réponds sur le fond, bien entendu. C'est quand même curieux d'avancer ce genre de choses. Pourquoi pour la maison des jeunes travailleurs, la commune a la main sur les 30 appartements ? Non. Justement, laisse-moi terminer que je t'explique que tu comprendras mieux. Ce projet a été réalisé, donc il est mis à disposition aujourd'hui de 30 jeunes travailleurs ou d'étudiants en fin d'études. Il a été mis à disposition après qu'il ait été édifié par un consortium qui regroupe un certain nombre de bailleurs. Mais ça répondait à un appel à projet qui avait été lancé par l'État pour construire 30 logements pour jeunes travailleurs à Argelès-sur-Mer. Ça n'était pas une initiative de la commune, c'est un appel à projet auquel ont répondu un certain nombre de personnes morales. Elles ont répondu, elles ont remporté le marché, et la commune a joué le jeu en trouvant un endroit où ils pouvaient s'installer. Ils auraient pu s'installer n'importe où dans la commune, là où on aurait trouvé un terrain. Mais moi, j'ai considéré en tant que maire que c'était le meilleur endroit pour justement dynamiser le centre-ville. J'ai trouvé cet endroit où l'ancien immeuble de ce qu'on appelait des instituteurs, cet endroit, c'est la commune qui l'a fourni
pour que ce projet puisse voir le jour. Et je crois que c'est une très belle opération, que ce soit simplement 5 logements que nous attribuons nous directement à nos jeunes et que les 25 autres soient attribués par l'organisme qui a remporté le marché à 25 autres jeunes, c'est toujours 30 jeunes qui sont dans le centre-ville et les jeunes à qui on attribuera, nous, les logements, ne sont pas forcément des jeunes argelésiens parce qu'il faut répondre à certains critères. Et tu n'es pas obligé d'être argelésien pour avoir le logement. Il faut que tu aies moins de 26 ans, que tu correspondes à un cycle d'études qui correspond à ce qui est défini dans le cahier des charges, ou il faut que tu sois un jeune travailleur qui n'a pas les moyens de t'installer autrement. Donc il y a un certain nombre de critères auxquels il faut répondre. Pas sûr qu'on ait plus que 5 argelésiens par an ou par 2 ans, puisque chaque logement il est attribué pour 2 ans, maximum 3 ans. Il faut avoir moins de 26 ans. Donc oui, 30 jeunes, c'est 30 jeunes, et ce sont 30 jeunes qui vont faire vivre, d'où qu'ils viennent, vont faire vivre Argelès-sur-Mer. Justement, Madame Sens, sur le sujet un petit peu de l'habitat, vous avez eu peu la parole, je trouve, sur ce sujet-là, donc je vous la donne. L'habitat, je l'avais évoqué avec le PLU, d'arriver à attirer des jeunes travailleurs, des jeunes actifs. Le travail aussi des logements des travailleurs saisonniers est important, et surtout à cette période de l'année où les recrutements commencent et où les commerces en ont besoin. Il faut accompagner la rénovation parce qu'on a beaucoup de bâtiments anciens, alors du patrimoine communal ou privé anciens et vétustes qu'il faut rénover pour accompagner les propriétaires à cette rénovation. Des outils existent pour le faire, et après conventionner avec eux pour éventuellement loger des saisonniers ou trouver au niveau législatif, accompagner aussi et travailler avec les partenaires pour arriver à des exonérations, parce que les personnes qui ont par exemple des résidences secondaires n'ont pas d'intérêt fiscal à la rénovation de leurs biens. Justement, je pense qu'à ce point-là du débat, on va aborder le dernier sujet, qui est celui, j'ai envie de dire, de l'attractivité économique, qui en fait est le sujet un petit peu commun à tout ce qu'on a dit, puisque évidemment, si on veut accueillir plus de monde, construire plus de choses, etc., tout ça tient sur un dynamisme économique. On commence par M. Parra, je vois chez la teste, donc oui, je vous donne la parole. Je veux bien vous répondre sur le fait qu'on veut accueillir du monde, mais pas forcément plus de monde. L'objet n'est pas quantitatif. Je ne cherche pas à faire qu'Argelès-sur-Mer grandisse en population, c'est pas mon but. Mon but, il est fondamental, c'est accueillir les gens qui veulent s'installer à Argelès-sur-Mer et qu'ils aient du travail, c'est-à-dire les loger et du travail. Ce sont des choses qui vont ensemble. Pour ce faire, nous avons donc un projet de création de zones économiques. Bon, c'est à travers la communauté de communes dont je suis le président, mais un projet de zone économique qui va créer des emplois. On parle d'environ 1000 emplois dans les 10 ans à venir, créés par cette zone qui va être réalisée à Argelès-sur-Mer. Mais 1000 emplois, ça n'est pas une nouvelle zone économique qui va être faite comme par le passé, où s'installaient des Darty, des Burger King, etc., et qui prenaient en fait des emplois à d'autres zones qui existaient déjà ailleurs. Non, ça n'est pas du tout ça. Nous avons une zone économique qui va attirer des entreprises créatrices d'emplois, des entreprises qui sont tournées vers le développement durable, vers les énergies renouvelables, vers l'économie bleue, vers la santé. Ce sont des entreprises, on ne va pas dire industrielles, mais des entreprises qui produisent, et qui produisent avec un ratio de personnel important, puisque ce sera surtout la main-d'œuvre, les cerveaux aussi qui seront là, et ça permettra à nos jeunes qui ont suivi leurs études à l'université de Perpignan, qui ont des diplômes aussi valables que d'autres dans notre université, mais qui malheureusement, par manque d'offres d'emploi, doivent s'exiler hors du département. Et bien à Argelès-sur-Mer, il y aura une zone qui va proposer des emplois qualifiés à nos jeunes qui veulent rester ici, chez nous. Donc accueillir les jeunes, les loger. J'ai entendu tout à l'heure, et j'abonde dans ce sens, dans le fait qu'il ne faut pas laisser se multiplier les T1 et les T2 à Argelès-sur-Mer et favoriser plutôt les T3 et les T4. Je rappelle juste qu'un maire n'a pas le droit. Un maire n'a pas le droit de dire s'il faut des T1 ou des T2. C'est quand même l'investisseur qui investit pour ce qu'il croit être le marché dans lequel lui veut s'insérer, parce qu'il doit vendre ses appartements. Donc à la base, c'est quand même lui qui est libre de construire sur sa propriété les appartements qu'il veut, parce qu'il pense que c'est ça qui va faciliter sa vente. Ça, c'est la chose à la base. Mais moi, maire, j'interviens auprès d'eux pour leur dire, écoutez, moi, ça m'embête, ce genre d'appartement, T1, T2, je n'en veux pas, parce que c'est très, ça ne va pas du tout avec la politique que nous voulons, c'est-à-dire maintenir les jeunes familles à Argelès-sur-Mer. Et effectivement, nous sommes entendus à ce niveau, vous pouvez le regarder, depuis plus de 2 ans aujourd'hui, les constructeurs, les aménageurs
produisent beaucoup plus de T3 et de T4 qu'ils n'en produisaient avant. Il faut se rappeler, il faut comprendre que ces appartements sont faits par des investisseurs qui défiscalisent au travers de la loi Pinel qui s'arrête aujourd'hui, mais il y a une autre loi qui va arriver pour remplacer. Et donc, ils veulent vendre leur appartement ou bien les louer. Mais pour les louer, on loue plus facilement un T2, un T1, un T3 qu'un T4. Donc, eux, ils ont tendance à faire des... Voilà. On s'est un peu éloigné du sujet économique sur lequel je voudrais entendre Madame Brock d'abord et Madame Sens ensuite sur le développement économique. Alors, je vais revenir peut-être sur les propos de Monsieur le maire pour indiquer que dans un cahier de charges, on peut obliger un lotisseur. Ah, absolument, ben oui. C'est la règle d'or d'un maire qui, justement, a la main sur sa politique urbanistique et sur la politique du logement de la commune. Alors, je constate avec grand plaisir qu'il y a une possibilité d'accueillir des jeunes diplômés qui viennent de Perpignan dans le cadre de cette future zone d'activité du camp d'El Cabaï, qui, moi, m'interroge. Puisqu'en fait, il s'agit d'une zone d'activité qui est portée par l'intercommunalité. Et pourquoi est-ce qu'au sein de l'intercommunalité, certains maires n'ont pas revendiqué de pouvoir, elles aussi, accueillir des entreprises sur leur territoire? Au niveau du développement économique, moi, il me semble que, à l'occasion de ces débats, on a peu parlé de l'intercommunalité, ni de l'aménagement du territoire qui pourrait être conduit par l'intercommunalité. Et donc aujourd'hui, j'ai l'impression que l'on concentre tout sur Argelès en faisant fi, en créant un désert autour d'Argelès. Ce qui quand même me chagrine, parce que ce territoire est... Oui, Antoine, oui, ça me chagrine de voir que tout est concentré sur Argelès, alors que les autres communes alentours ont quand même le droit et la possibilité de vivre. En termes d'habitat et en termes... Mais bien sûr, mais tu es maire d'Argelès, on défend les Argelésiens, mais toi-même, remarque à l'époque, dans ton programme de 2000, tu souhaitais créer une école intercommunale de musique. Voilà. Donc tu avais quand même cette vision de l'intercommunalité. Et aujourd'hui, tu ramènes beaucoup de choses sur Argelès, me semble-t-il, puisque l'école municipale, mais elle est sur Argelès. Elle ne s'étend pas sur l'ensemble du territoire. Au niveau de la politique culturelle, puisque vous vouliez également aborder la politique culturelle. Au niveau de la politique culturelle, c'est vrai qu'il serait intéressant de réfléchir à l'échelle de l'intercommunalité pour faire profiter de l'ensemble des habitants du territoire, le théâtre, la danse, l'opéra que tu viens de citer. Pourquoi tout essayer de ramener à Argelès? Cela m'interpelle. Voilà. Madame Sens, sur le développement économique et sur la question économique. Alors, et peut-être intercommunal, si vous voulez. Mais je crois que c'est important parce que le développement économique relève de l'intercommunalité. Alors juste rappeler que quand la volonté est forte du maire, elle peut se traduire dans le PLU. Donc on peut marquer dans le PLU qu'on veut un certain pourcentage de grands appartements T4 pour les familles notamment. Et par rapport à l'intercommunalité, oui, la zone de développement économique, c'est une compétence intercommunale et régionale. Argelès et ville a aujourd'hui centre de l'intercommunalité. On ne peut pas maintenant décider seul puisqu'il y aura d'autres élus autour de la table. Néanmoins, Argelès a un atout, c'est quand même le tourisme et pourrait devenir une ville vraiment d'incubateur d'un tourisme différent, d'un tourisme différenciant et être vraiment fer de lance dans des nouvelles normes, nouvelles procédures pour le tourisme de demain. Et c'est comme d'autres communes qui ont pris des niches, comme ça vous avez le Soleil qui prend le numérique ou Canet sur le nautisme. Argelès a toute sa place pour devenir un vrai fer de lance pour les études du tourisme de demain, un tourisme qualitatif, ça a été dit, et un tourisme nous sportif, là où on habite, ce serait extraordinaire. D'accord. Oui, bon, encore une fois, on affirme qu'on peut écrire dans le PLU des choses qu'on ne peut pas écrire. On parle de cahier des charges du maire. Le maire ne fait aucun cahier des charges sur un projet qui est un projet privé. Le maire a fait un cahier des charges pour les entreprises qui font un projet communal, un projet dont le maître d'ouvrage est la commune, pas un projet qui est un projet privé. Le maire n'a pas à intervenir, sinon qu'à instruire le permis de construire, savoir qu'il réponde bien au
PLU, et dans le PLU, on ne peut pas écrire je veux tant de T2, tant de T3, tant de T4, ni même en pourcentage. Dans le PLU, on peut juste discuter avec les aménageurs, à qui on peut faire comprendre que s'ils font des T3, des T4, on sera plus content et on sera plus facilitateur. C'est juste là que se passe la discussion, et c'est cette discussion que je mène. Ensuite, par rapport à la communauté de communes, je suis désolé, je suis président de la communauté de communes, et je crois que notre communauté de communes, elle est citée en exemple, mais à tous les points de vue. Elle est citée en exemple au niveau de l'enfance-jeunesse, où nous sommes en avance sur tout le monde. Elle est citée en exemple au niveau du projet, qui est un projet phare, la réutilisation des eaux usées. La réutilisation des eaux usées, c'est moi, Antoine Parra, en tant que président, qui l'ai initié et qui l'ai porté pour que ce soit aujourd'hui le premier projet de France et qui nous met à l'abri, qui met notre territoire à l'abri de sécheresse profonde. Pour l'instant, à moins qu'elle s'intensifie encore, je préserve le territoire de 1,3 million de mètres cubes d'eau qui ne seront pas pompés dans les nappes phréatiques parce que ce sera de l'eau qui sera réutilisée. Réutilisée pour qui? Pour les agriculteurs. Ah. Donc, oui, pour le domaine, pour un domaine viticole? Oui, pour les agriculteurs. Oui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on sauve l'outil de production de ces agriculteurs, mais on préserve aussi 1,3 million de mètres cubes d'eau qui ne sont pas pompés et qui donc restent disponibles pour les usagers que nous sommes, sachant que dans tout le territoire, d'Ortafa jusqu'à Cervère, en passant par de Montesquieu-les-Longues, de Bagnols et Argelès, tout ce que vous voulez, c'est 4,7 millions de mètres cubes qui sont utilisés. On en préserve rien qu'avec ça 1,3. C'est donc une marge considérable de ressources supplémentaires que nous avons apportées. Donc oui, sauver l'outil de production de nos agriculteurs, c'est quelque chose dont je suis extrêmement fier. Et je dois dire que agriculture et tourisme sont souvent mis en opposition. Or, l'agriculture et le tourisme, il n'y a rien de plus complémentaire, puisque le touriste qui vient nombreux et dont je souhaite qu'il vienne encore nombreux, permet à nos agriculteurs qui travaillent difficilement et péniblement d'écouler leurs produits à un prix plus favorable que s'ils étaient sur le marché de gros. Donc oui, Argelès-sur-Mer travaille, elle valide sa position de capitale du sud du département, elle a la centralité sur le territoire. C'est vrai qu'on habite dans les Alberts, qu'on habite sur la Côte-Vermeille, qu'on habite dans les Yvelines. Quand on a besoin de quelque chose, on pense immédiatement à Argelès-sur-Mer. Alors, effectivement, Argelès-sur-Mer prend sa place. Effectivement, les autres villages sont des villages plus petits, mais ils sont très contents de trouver très proche de chez eux, à quelques minutes en voiture ou en bus, de trouver ce dont ils ont besoin. Monsieur Parra, là on arrive à la fin de ce débat. J'ai trouvé que votre intervention avait des airs de conclusion. Donc comme vous avez pas mal parlé, je vais donner la conclusion aux deux autres participants du débat. On va commencer par Madame Sens, justement, pour faire un petit bilan, une petite conclusion de ce débat. Une conclusion, tout le monde l'aura remarqué, les thématiques se regroupent de toute façon dans toutes les listes et même dans toutes les communes. Nous, ce qui nous importe maintenant dans notre équipe de Nouveau Cap pour Argelès, c'est un nouveau cap sur la méthode aussi, beaucoup plus de participation, faire écouter les Argelésiens, dialoguer, échanger avec eux, leur donner toute la place dans le débat, créer une vraie relation à l'usager de proximité, répondre à leurs demandes et les impliquer pleinement dans tous les projets. D'accord, merci. Madame Brock, pour conclure. Donc, oui. Alors écoutez, je vais reprendre ma devise. Accueillir mieux pour vivre mieux, puisque nous bénéficions d'un environnement remarquable et exceptionnel sur Argelès qui fonde effectivement l'attractivité touristique. Mais je ne veux pas plus de touristes, je veux juste réguler les flux touristiques et permettre un étalement sur l'ensemble de l'année, augmenter, pouvoir prévoir sur les 4 saisons un accueil de ces différents touristes. Je veux également rééquilibrer la plage et le village, afin que chacun, qu'il soit la plage ou le village, ait les moyens de profiter pleinement de ces deux pôles qui constituent Argelès. Et on a oublié de parler du port. On a oublié de parler du port, qui est également un symbole de la commune d'Argelès, qui, à lui seul, réunit l'aménagement du territoire, réunit également le tourisme, réunit l'attractivité. Et dans le cadre d'une fuite en avant au niveau des investissements, d'une fuite en avant au niveau de cet accueil que l'on veut toujours plus grand, en construisant des logements, en accueillant plus de touristes, il me semble que le port, avec le projet que nous portons, puisqu'en fait nous souhaitons moderniser le port, mais le moderniser, mettre
en place de nouvelles activités, mais certainement pas creuser un nouveau bassin. Je crois qu'il fallait le dire, parce que ce port est justement à l'exemple d'Argelès. Bon, si on relance, on va quand même donner la parole une fois à M. Parra, une fois à Mme Sens, pour refaire. Parce que si on parle du bassin du port, effectivement, il faut en parler. Moi, ce que je relèverai, je noterai de ce débat, c'est qu'on a beaucoup de souhaits. On souhaite redynamiser, on souhaite faire vivre, on souhaite refaire cirer. Mais c'est des souhaits, ce sont des incantations, ce sont des vœux pieux. Il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet, je n'ai pas entendu de projet. Juste ne pas creuser. C'est-à-dire faire le contraire de ce que le maire veut. C'est juste ça le projet qu'ils ont. Faire le contraire de ce que le maire veut. Moi, oui, si j'ai le projet de creuser un nouveau bassin, et ça, je veux travailler avec les Argelésiens, puisque ce sera dans le prochain mandat, si j'ai la chance d'être réélu, et je propose aux Argelésiens. On a interrogé les touristes qui venaient à Argelès-sur-Mer, à la volée comme ça. Nous avons interrogé, enfin pas moi, un bureau d'études les a interrogés, et leur a demandé quel est l'équipement à Argelès-sur-Mer ou le site qui fait que vous êtes très attiré par Argelès-sur-Mer. 83% des sondés ont répondu en premier le port d'Argelès-sur-Mer. Or, le port d'Argelès-sur-Mer est aujourd'hui extrêmement vieillissant. Nous avons besoin de lui. Donc il faut effectivement le moderniser. Et comme les 300 bateaux qui sont face à la digue horizontale qui est parallèle à la mer sont en difficulté à venir parce que la digue ne les protégera pas lorsque l'eau va monter et que les tempêtes vont se renforcer, ces 300 bateaux qui ne sont pas protégés. Donc ces 300 bateaux, il va falloir les enlever de là, et donc c'est le projet de creusement d'un bassin, parce qu'il faut bien que le modèle économique du port résiste. Il faut un certain nombre de bateaux. Donc ces bateaux seront repositionnés à l'arrière, et l'avant-port servira d'atténuateur de houle, c'est son rôle d'ailleurs, et servira aussi tout au long de l'année, quand les 6 hectares du plan d'eau seront libérés, serviront à nos jeunes à apprendre les rudiments de la voile, du kayak, etc., des sports balnéaires ou des sports d'eau. Et les bateaux qui seront repositionnés à l'arrière feront qu'à la fin, au final, pour vous dire que je ne cherche pas la quantité, au final, il y aura moins de bateaux au port d'Argelès-sur-Mer quand le bassin sera creusé qu'aujourd'hui. Donc, ne pensez pas que le maire d'Argelès-sur-Mer est un mégalomane qui veut tout agrandir. Le maire d'Argelès-sur-Mer, vraiment, avec ses équipes, il réfléchit à ce qui est de l'intérêt des Argelésiens. Madame Sens, justement, sur le port, et on arrêtera le débat là-dessus. Sur le port, la vraie question aujourd'hui, c'est quel service donner aux plaisanciers, quel service donner au nautisme et aux jeunes pour apprendre la voile, et surtout dans quel état est le port actuel. On en a parlé tout à l'heure, il y a de la rénovation à faire. Donc c'est priorité déjà à la rénovation de l'existant, sans creusement de bassin. Et au niveau des projets, ce qu'attendent les Argelésiens, c'est leur quotidien, tout simplement. C'est qu'on améliore leur quotidien, qu'on leur permette de vivre mieux à Argelès-sur-Mer, au niveau des déplacements, de l'état des routes est un sujet aussi qui revient souvent, et ça fait partie des infrastructures à reprendre, comme sont les stades ou les salles municipales. Il faut repartir de l'existant, il faut rénover tout cet existant, et le port en est un exemple puisqu'il a presque 40 ans, et il faut lui redonner un coup de neuf très très nécessaire pour continuer à accueillir du monde qui ne vient pas. L'étude, c'était pas le port, c'était le nautisme précisément, et du coup donner accès à la voile et redonner accès à la voile et à cette façade maritime. Les Argelésiens attendent qu'on s'occupe d'eux et de leur quotidien. Merci. Bon, on a un peu débordé à cause du port, justement. Et pourrais-je, Monsieur Mathis, non, on est vraiment arrivé juste une précision, par rapport à l'article. Non, par rapport à l'article qui est paru ce matin. En fait, ce n'est pas le président de l'ADREA qui m'a rejoint, c'est le président des ferrés, de la 4e liste Les Ferrés. Je crois qu'il était important de le préciser. C'est noté, voilà. Ok, en tout cas... Bon. Merci en tout cas à tout le monde pour ce débat. Merci. J'espère que tout le monde a pu s'exprimer et a pu dire ce qu'il avait envie de dire, et que surtout on a intéressé les Argelésiens et les Argelésiennes. Voilà, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Merci.